ont-elles été nationalisées à la Libération? C'est justement parce qu'on avait vu ce que ça donnait quand c'était privatisé. Le 7e point, c'est assurer la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général, également inscrit dans le programme du CNL. Eh bien là, c'est très simple. La priorité à l'intérêt général, nous interdirons les activités de lobbying et de trafic d'influence en France. Nous rendrons... C'est d'ailleurs... On est presque surpris d'avoir à le dire. Mais normalement, il y a des incriminations dans le droit qui consistent justement à punir les trafics d'influence. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une société de lobbying si ce n'est que du trafic d'influence? Donc nous rendrons illégales les entreprises de lobbying et de trafic d'influence dont l'activité consiste à manipuler l'information ou à diffuser des fausses informations afin d'obtenir des pouvoirs publics des décisions contraires à la volonté démocratiquement exprimée par la nation. Parce que c'est ça l'objectif. En particulier, il y aura une interdiction de tous les organismes autorisés dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Vous avez vu le scandale de l'affaire Servier récemment, où effectivement on s'est aperçu que le laboratoire Servier avait table ouverte à l'Assemblée nationale et influait directement sur les députés. C'est intolérable. De même, nous ferons un cadrage législatif des activités dites de think tank. Cela me fait penser, vous avez peut-être vu que j'ai été interviewé dans un débat sur France 24 où j'étais opposé à un journaliste assez connu qui s'appelle M. Pisani-Ferry du think tank Bruegel. Et comme je lui faisais remarquer que le think tank Bruegel était financé par Goldman Sachs et donc il représentait des intérêts parfaitement répertoriés et circonscrits, et comme il me répondait que oui, mais que Goldman Sachs ne payait que 2%, qu'il avait d'autres entreprises, comme je lui répondais de nouveau que certes, les autres entreprises, je les connaissais aussi, c'était Microsoft, c'était Ernst & Young, etc. Et vous savez qu'à ce moment-là, la journaliste est intervenue pour couper court au débat en disant « Mais il faut bien que les think tanks se financent ». Mais malheureusement, elle ne m'a pas permis de lui répondre. Mais je voulais lui répondre. Et comment fait un parti politique pour se financer, lui? Moi, je suis financé, nous sommes financés uniquement par le peuple français. Donc, tous ces think tanks devront... Parce qu'il y a ce qu'on appelle en droit un dol. Un dol, c'est une tromperie. Parce qu'on fait défiler sur les plateaux de télévision des gens qui sont des salariés de think tank et qui, en fait, sont des salariés d'intérêts extrêmement précis, et ils se présentent non pas comme les représentants de ces intérêts, mais comme des espèces de créatures éthérées, des espèces de scientifiques, comme si l'économie était une science. Vous savez que ça n'est pas une science, c'est au mieux une science humaine, donc sinon toutes les prévisions économiques seraient toujours fiables. Bon. Donc nous avons affaire à des pseudo-scientifiques qui viennent asséner des vérités avec une espèce de prestige intellectuel qu'ils usurpent. Donc nous demanderons que tous les think tanks, par la loi, devront produire et rendre public de façon précise, exhaustive et justifiée la totalité de leurs sources de financement qui seront présentées en page d'accueil sur leur site internet. Le 8e point, c'est intensifier la production nationale, là encore, pour reprendre la terminologie du programme du CNL. Je rappelle que la mondialisation et les délocalisations ne sont pas tombées du ciel, qu'elles résultent d'une politique mûrement réfléchie et décidée conjointement par le gouvernement américain et la Commission européenne, notamment avec les accords dits de Blair House, puis qui ont débouché à partir de 1992-93 sur l'accord qui a mené aux accords de Marrakech à la constitution de l'Organisation mondiale du commerce. Je rappelle que l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne précise que toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et les pays tiers sont interdites. C'est donc le feu vert qui est donné aux entreprises françaises pour procéder à toutes les délocalisations, non seulement vers les pays membres, mais aussi vers les pays tiers. Donc il y a un feu vert généralisé qui est donné pour les délocalisations vers la Chine.
Quant à l'article 32 du même traité, il insiste sur le fait qu'il faut promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers. En d'autres termes, et comme je l'explique dans une autre conférence, la délocalisation, elle est inscrite dans ces deux articles, puisque c'est les articles mêmes du traité de Maastricht et suivants qui a prévu justement de pousser les entreprises à délocaliser. Dans ces conditions, vous savez quelle est la situation actuelle. Il s'y aggrave bien entendu le taux de change de l'euro qui est beaucoup trop élevé pour la compétitivité intrinsèque de l'économie française. Vous savez, vous avez peut-être vu cette statistique que j'ai déjà produite, le nombre de milliardaires travaillés dans l'industrie en France entre 1997 et 2009, c'est un suicide économique silencieux. L'industrie française a perdu le quart du total des heures travaillées en 12 ans et ça continue à toute allure, c'est-à-dire ce qui fait notre richesse collective et ce qui fera la richesse ou non des Français et de nos enfants et de nos petits-enfants et de nos descendants. Nous sommes en train de tuer ce qui produit de la richesse en France et ceci à toute allure. Donc, nous devons rendre la priorité à la production nationale. J'ai vu d'ailleurs que M. Bayrou, voici 2 jours, s'en est lui-même ému. Et il a dit il faut faire quelque chose. Mais naturellement, ça s'est arrêté là, parce que M. Bayrou n'a pas parlé de l'article 32 ni de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Nous, ce que nous proposons, et ce que je ferai si je suis élu, ça sera de dénoncer de nombreux articles des traités européens, notamment les articles 32, 63 et 282 sur le TFUE. Ces mesures, la mesure qui consiste à empêcher les entreprises de délocaliser, implique nécessairement la suppression de ces articles. Donc ça implique nécessairement une sortie de l'Union européenne. C'est donc parfaitement cohérent avec notre programme. En revanche, aucun programme électoral ne proposant pas de sortie de l'Union européenne ne sera à même de lutter si peu que ce soit contre les délocalisations. C'est d'ailleurs bien la raison pour laquelle nous voyons des délocalisations proliférer et que les Français ont ce sentiment de dégoût général que l'ensemble des partis politiques n'a pas de solution. Mais si il y a une solution, elle est là. Il n'y en a qu'une, c'est celle-ci. Il n'y en a pas d'autre. J'attends qu'on me prouve le contraire.